Tout d'abord, messieurs, un mot sur ce retour attendu de l'écrivain. Alors, on s'imaginait peut-être aujourd'hui, peut-être ce week-end, et puis non. Finalement, il restera quelques jours au moins en Allemagne. Victor Hérault, comment doit-on interpréter ce séjour à Berlin plus long que prévu? Parce qu'on a entendu Maï-Hélène Trémollet nous dire qu'il y avait quand même pas mal d'opacité. Alors, sans chercher des choses là où il n'y en a pas, mais quand même, c'est vrai qu'il paraîtrait qu'on l'Algérie a gardé son téléphone, par exemple. Il est probable aussi. Étonnant. Alors moi, je pense qu'il y a d'ores et déjà des questions de santé. Ensuite, il y a probablement effectivement des questions diplomatiques qui ne sont pas encore réglées. Là-dessus, c'est pour ça que j'aimerais dire à nos auditeurs que nous autres journalistes, parfois nous devons faire attention à l'interprétation que l'on fait des actions diplomatiques entre États. Pendant longtemps, d'aucuns ont pu dire que la France ne faisait absolument rien pour Boualem Sansal. Lorsque vous interrogiez certains ministres en off, etc., même dans le triple off, comme on peut dire, c'est-à-dire interdiction pour le journaliste d'écrire ou de raconter quoi que ce soit, les ministres, notamment de l'Intérieur, nous disaient « Je ne peux absolument pas vous raconter ce qui se passe parce que le risque que vous fassiez fuiter une information pourrait remettre en cause absolument toute la libération de Boualem Sansal, toute la négociation avec l'Algérie. » Donc, tout ce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui, on le saura probablement un jour, mais on ne peut pas, absolument vouloir avoir l'information maintenant parce que ça pourrait mettre en péril les négociations et l'aboutissement, puisque Boualem Sansal n'étant pas encore sur le territoire national français, cette affaire n'est pas encore officiellement terminée. Le portable doit être restitué. Les relations avec le président Tebboune doivent s'apaiser également. Mais donc ce n'est pas parce qu'on manque d'informations que la France ou d'autres pays ne le font pas. Mais forcément, on s'interroge. Vous avez parfaitement raison, d'autant que Christophe Glaise est encore emprisonné en Algérie, oui. Exactement, vous avez raison. Il faut faire attention aussi qu'il n'y ait pas peut-être de bourde, si j'ose dire. Non mais en effet, le sujet maintenant, c'est plus tellement Boualem Sansal que Christophe Glaise, puisqu'on a dit pendant un an qu'on voulait obtenir la libération de Boualem Sansal, apprenant par la suite, après l'incarcération de Boualem Sansal, que Christophe Glaise était incarcéré parce que les autorités françaises avaient dit aux familles « Surtout, vous ne dites rien, on a la diplomatie des bons sentiments qui agit en coulisses, donc surtout n'imposez pas un bras de fer et ne dévoilez pas tout cela dans la presse. » Mais évidemment que c'est un sujet extrêmement irritant. Il y a quand même une différence quand même, si on devait faire une hiérarchie. Christophe Glaise a la trentaine, il est en bonne santé. Boualem Sansal avait 80 ans, il avait un cancer. De ce que moi, les informations que j'ai par exemple sur Christophe Glaise, c'est qu'il est plutôt bien traité dans les prisons algériennes, qu'il peut faire du sport, qu'il a des permissions de sortie. Donc ça, c'est quand même très différent. C'est pour cela, je pense, que on n'enclenchera pas ce rapport de force. La vraie question, ça va être les discussions sur les accords franco-algériens de 1968. Est-ce que Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron, plutôt Sébastien Lecornu, est prêt à enclencher une suppression ou une renégociation? On se dirige quand même plus vers une renégociation, sachant qu'on sait que ce vote de résolution... Veut apaiser les choses avec M. Tebboune. Voilà, mais il y a quand même une résolution qui a été votée au Parlement, enfin en tout cas à l'Assemblée nationale. Vous croyez que ça va les arrêter pour apaiser les choses avec l'Algérie? Non, mais en tout cas Sébastien Lecornu qui vous répète depuis 2 mois que tout se passe au Parlement, que c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui décident de tout dans ce pays, ne peut pas balayer d'un gouvernement et faire fi de ce vote à une voix près à l'Assemblée nationale. Donc il va devoir dans les prochaines semaines prendre possession de ce sujet, sujet inflammable encore une fois, parce qu'on le rappelle, on a un otage français encore dans les geôles algériennes. Mais on voit bien, Victor Hérault, que la petite bataille, les règlements de compte entre le camp Retailleau et le camp Macron ont quand même déjà commencé à peine Boualem Sansal libre. Sur fond de remise en cause, effectivement, ou Sébastien Lecornu a directement dit, c'est l'efficacité, la démonstration de l'efficacité de la méthode douce comparée donc à la méthode dure, la gradation, l'échelle graduée de Bruno Retailleau. Moi, je pense que là, on mélange 2 sujets. Sébastien Lecornu mélange 2 sujets. La méthode dure, c'était vis-à-vis des OQTF et de la relation avec l'Algérie, vis-à-vis de ses ressortissants. Ça, faudra que ça se règle aussi. Ça n'était pas vis-à-vis de Boualem Sansal. Bruno Retailleau n'a jamais dit, il faut aller au bras de fer alors que Boualem Sansal est dans les geôles algériennes. Ça aurait été parfaitement stupide et non stratégique. Donc là, on mélange les 2 sujets. Et lorsque Sébastien Lecornu rajoute tout ça est le fruit d'une méthode calme, ça je suis d'accord avec lui, il vaut mieux qu'il n'y ait pas d'escalade, calme et respectueuse et de respect. Mais enfin, il n'y a aucun respect dans le geste de l'Algérie de restituer un otage, puisque c'est ce qu'il était, détenu arbitrairement. Enfin, on ne peut pas voir là non plus un signe de grand respect de la part de l'Algérie envers la France. C'est simplement un retour à la normale. Et ça ne rendra pas à Boualem Sansal ces 365 jours passés en prison. De remercier un ravisseur. D'ailleurs, je voulais vous faire écouter l'écrivain Pascal Bruckner sur ce point qui est revenu sur la grâce accordée à Boualem Sansal par le président Tebboune. Il a recommandé le silence, et moi je pense que le silence c'est le silence des tombeaux. Et le 4 novembre,
Il avait aussi recommandé au Goncourt et à Philippe Claudel de ne pas trop agiter la sonnette Boualem-Sansal, là encore pour ne pas entrer en disgrâce auprès du président Tebboune, qui doit être un homme extrêmement irritable, on a l'impression, puisque même le pouvoir français le ménage. Macron a été très accommodant avec le pouvoir algérien. J'ai été assez choqué, je dois dire, qu'Emmanuel Macron remercie le kidnappeur, remercie celui qui a pris Boualem-Sansal en otage, c'est incompréhensible. Et là, j'y verrais pour ma part un effet du syndrome de Stockholm. C'est vrai que c'est assez étonnant, ces remerciements, Jules Torres. Oui, ça s'appelle la diplomatie des bons sentiments, ça s'appelle la diplomatie de la carpette, ça s'appelle la diplomatie de la soumission. Emmanuel Macron ne fait que ça, parce qu'il faut quand même rappeler que Boualem-Sansal, c'est quand même important de regarder un petit peu en arrière sur cette affaire, parce qu'on accuse tous, enfin j'en entends beaucoup quand même, que ce serait Bruno Retailleau qui serait responsable de l'incarcération de Boualem-Sansal. C'est absolument faux. Je vous rappelle que Boualem-Sansal est incarcéré pour une seule raison, c'est parce qu'Emmanuel Macron a reconnu de manière unilatérale la marocanité. Eh bien, il joue sur cette rente mémorielle en permanence, il continue de jouer sur cette rente-là, mais le sujet date de bien avant. Je vous rappelle quand même qu'on a une crise diplomatique qui se lance avec l'Algérie dès 2020, qu'en 2021, on a la restriction sur les visas qui ne fonctionne absolument pas, et qu'ensuite, il y a cette marocanité. Donc, à un moment donné, on ne peut pas accuser Bruno Retailleau de tous les maux. Le sujet aujourd'hui, c'est aussi comment on fait en sorte que l'Algérie arrête d'utiliser la France comme un terrain de jeu pour leur bataille idéologique, parce que quand ils vont, avec leurs services de renseignement, kidnapper un ressortissant en France, ça condamne et ça vient empiéter sur notre souveraineté nationale. Quand l'Algérie, qui est le seul pays qui quand même a coupé le renseignement sécuritaire pendant les Jeux Olympiques, alors même que la Russie, tous les jours, de manière quotidienne, donnait des informations au ministère de l'Intérieur et à la DGSI, ça c'est quand même un vrai sujet. Comment on fait aujourd'hui? On n'a aucun accord agricole, aucun accord sur les hydrocarbures avec l'Algérie. Est-ce que ça va rentrer dans le cadre de nouvelles négociations? Et puis il y a le blacklistage, si je puis dire, pardonnez-moi pour cet anglicisme horrible, de nos entreprises françaises qui ne peuvent plus mettre un pied en Algérie. Tout ça, c'est des sujets qu'il va falloir ouvrir, et je vous ai même pas parlé de la question des laissez-passer consulaires, des OQTF, parce que ça évidemment, je pense que les auditeurs d'Europe 1 le savent. Absolument. 19h40 sur Europe 1 et cette grosse frayeur aujourd'hui, messieurs, je voulais vous faire réagir à la gare Montparnasse à Paris, en plein départ en week-end. Un policier a tiré en début d'après-midi sur un homme connu pour violence conjugale qui a exhibé un couteau à la gare. Alors lui est blessé, mais alors il menaçait de tuer sa femme et ses enfants. Il était quand même dans un train, Victor Hugo. Mais je vous appelez comme ça, pardon, mais ça y est, ça faisait longtemps que je vous l'avais pas fait. Non, mais c'est son surnom dans tout Paris. Oui, c'est ça. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Il était dans un train Ouigo reliant Rennes à Paris. Enfin, c'est vrai qu'un drame a certainement été évité. Mais bon, alors pour une fois, la coopération justice-police a plutôt bien fonctionné, même si j'imagine qu'il y a dû avoir un petit peu de peur autour de la gare qui a été évacuée. Non, tout à fait. Alors pour le coup, il se trouve que je travaille pas très, enfin, je suis juste à côté pour vous le dire, de la gare Montparnasse. Donc oui, le périmètre a été sécurisé assez vite. Et puis grosse frayeur autour de la gare. Mais vous le dites, la coopération s'est très vite fait. On a très vite pris au sérieux. Il me semble, sauf si on me dément avec des informations qui viennent de tomber, mais que la piste terroriste a totalement été écartée. Tout cela, pour vous dire, j'étais au ministère de l'Intérieur il y a quelques heures. Ça a été on m'en a parlé aussitôt que je suis arrivé. Ça a été pris très très au sérieux, encore une fois, même lorsque ce sont des histoires, alors l'enquête déterminera si c'est une histoire de cas psychiatrique, de vengeance, de que sais-je. Bon, connu pour violence conjugale, quand même, ce monsieur. Pédigré. Heureusement, il n'est pas allé au bout de son geste. Il y a une victime collatérale, il me semble, qui a pris une balle qui est blessé, dans le pied. Un usager qui a été blessé. Tout ça, quand même, à l'aune de, de la crainte perpétuelle et constante, notamment dans les gares, dans les lieux de transport, dans les lieux où il y a beaucoup de monde, les lieux bondés, d'un attentat terroriste. Au lendemain des hommages du 13 novembre, des commémorations du 13 novembre, bien entendu. Non, tout ça, là, il se trouve que c'est l'illustration d'un cas non terroriste, mais qui participe également au climat de terreur constante, au sentiment d'insécurité, comme dirait l'autre, Éric Dupond-Moretti pour ne pas le citer, sentiment d'insécurité qui reflète en réalité une réalité, c'est-à-dire l'insécurité.